Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission L'Expert en parle, bien entendu sur votre média de la diversité Diaspo Interaction. Aujourd'hui, notre invité est un homme important. Il est tellement humble qu'il n'aime pas qu'on le dise important, cependant il est important à plus d'un égard. Webster, c'est un homme des médias, c'est un communicateur, c'est un homme de culture. Il revêt très souvent plusieurs casquettes, que ce soit pédagogue, que ce soit historien, mais il mène toujours un même combat. Et ce combat, c'est toujours celui de combattre, de sensibiliser et de motiver les jeunes dans la société. Alors, nous le recevons aujourd'hui dans un cadre culturel pour qu'il puisse nous partager son expérience de vie, qu'il nous parle éventuellement de ses actions, qu'il nous parle aussi de ce tour qu'il a créé à Québec, qui permet comme ça de reconnaître un sujet qui est parfois méconnu, pourtant très important, à savoir l'arrivée des Noirs et bien sûr à Québec. Donc, Webster, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir. Alors, nous sommes vraiment très ravis de vous avoir comme invité aujourd'hui. Pour commencer, nous aimerons comme ça, pour ceux qui entendent parler toujours de Webster, parce que vous avez un nom qui est en train de prendre beaucoup de notoriété dans toute la ville de Québec et même dans le Canada et partout, et qui aimerait savoir qui vous êtes vraiment. Donc, je suis un artiste hip-hop, je suis un rappeur. Dans la première génération de rappeurs ici à Québec, j'ai commencé à faire du rap en 1995. Je suis né dans le quartier Limoilou, à Québec, d'une mère limouloise, d'un père sénégalais. Et puis, c'est ça, j'ai une carrière depuis 23 ans maintenant. J'ai sorti 7 albums, je m'apprête à sortir mon 8e avec des concerts un peu partout sur Terre. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus musical, mais j'ai d'autres intérêts aussi, entre autres pour la pédagogie. C'est-à-dire que je donne des ateliers d'écriture dans des écoles un peu partout pour montrer un peu la richesse du hip-hop. Et donc, c'est un peu l'utilisation créative de la langue française à travers le rap. Absolument. Donc, un moyen de toucher les jeunes et les amener à percevoir le français d'une manière différente, c'est-à-dire comme un outil artistique pour travailler leurs émotions, travailler leurs idées, leur imagination, mais aussi de démontrer le rap comme un outil pédagogique et montrer la profondeur littéraire du rap. Donc, ce sont vraiment les axes autour desquels s'articule mon travail hip-hop. Donc là, on vient de découvrir un tout petit peu l'homme et le rappeur. Quel a été le déclic qui vous a amené vraiment au rap? Parce que je pense pas qu'à la base, vous vouliez vraiment directement plonger dans le rap. Il y a sûrement quelque chose. En fait, pour moi, il y a un peu, je dirais, il y a deux aspects. Okay? C'est-à-dire, il y a un aspect conscient et un aspect inconscient. L'aspect conscient, c'est que, j'écoutais du rap et j'aimais beaucoup, c'est quelque chose qui me motivait beaucoup, quelque chose qui m'habitait. Et il y a déjà le premier groupe de rap à Québec qui s'appelait Pressure Pack. Et je gravitais autour de ce groupe-là et ça m'a donné le goût d'en faire. Je rappelais beaucoup les textes des rappeurs américains et je me rends compte que j'avais ce désir de créer, de trouver une manière d'articuler mes pensées, une manière de façonner, de cristalliser mes pensées à travers
un médium artistique quel qu'il soit. Je dis souvent que j'ai aimé ça jouer d'un instrument de musique, que j'ai aimé ça dessiner aussi. Et finalement, je suis tombé dans le rap et ça a assouvi ce désir de créativité pour moi. Le niveau inconscient, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui m'a amené vers le rap en tant que culture? J'ai une forte impression que c'était, entre autres, dû à ce manque de représentativité dans les médias ici. C'est-à-dire, quand on regarde la télé, les films, le théâtre, etc., on ne voit pas une présence, une bonne présence des gens issus de la diversité. De la diversité, absolument, je suis d'accord. Et donc, aujourd'hui, en 2018, c'est comme ça, mais imagine dans les années 80. C'est ce que ma question tout à l'heure, c'était être éventuellement, je ne vous coupe pas, mais ma question allait être aussi, vu dans les années 98-2000 où vous étiez, ça ne devait pas être facile. Ouais, c'était différent. Et même avant les années 90-2000, les années 80, je veux dire, parce que moi, comme je dis, je suis né ici, j'ai grandi ici, eh bien, je ne me voyais pas dans ces médias-là. Je ne me voyais pas du tout. Et les gens de ma génération, même chose. Mais quand le rap est entré dans nos vies, et souvent je dis ça aux jeunes, écoutez, vous êtes nés, le rap existait. Ouais, nous, c'est vrai. On est nés, on n'avait pas conscience du rap. Ouais. Et donc, on est une génération qu'on a vécu pas de rap, et du rap. Et du rap. Et le rap qui a transformé toute une vie. Et des vies. Parce que vous, à travers vos cours, je pense qu'on va arriver là, vous allez à travers le monde entier actuellement pour donner des cours. Oui. Et donc, en fait, juste pour finir l'idée, c'est que en voyant le rap, voir des jeunes noirs, des jeunes afro-descendants, créer un style, avoir une aura, on pense à des gens comme Tupac, des artistes comme ça, et donc ce sont des gens qui nous ont fait comprendre toutes ces possibilités. Et c'est comme ça que le rap est entré dans ma vie. Et au début, je n'aurais jamais cru que j'allais enseigner le rap partout sur Terre. Pour ma part, mon but, en fait, c'était de vivre de la musique et de voyager avec la musique. C'est ce que je voulais faire. Tu sais, souvent, il y a des gens qui, pour eux, l'objectif, c'est de devenir riche, de devenir des stars, des trucs comme ça. Moi, je suis comme, écoute, je veux aller rapper en Chine. C'était ça mon objectif. C'est votre objectif. Aller rapper en Chine. Puis tout le monde me demandait toujours, mais pourquoi? Mais comment? Oui, comment et pourquoi? J'ai comme, mais écoute, parce que c'est si loin que si un jour je suis invité à rapper en Chine, tout va être en place comme j'ai envie que ça soit. Ok. Et donc, avec le temps, exactement 20 ans après avoir commencé à rapper, j'étais invité à rapper en Chine. Qui pour moi était un accomplissement. Et de fil en aiguille aussi, à faire du rap au Québec, c'est quelque chose qui est assez difficile d'en vivre. Très peu de gens peuvent vraiment vivre du rap ici. Et donc, pour moi, je n'aurais pas pu vivre seulement de faire des albums et faire des concerts. Et donc, j'ai mijoté, j'ai pensé comment est-ce que je peux décliner ce que je fais et comment est-ce que je peux le transformer pour en faire un métier. Et donc, toujours par rapport au rap, à travers les ateliers d'écriture, ça m'a permis d'en faire un métier. Ça m'a permis de visiter bien des pays depuis les 10 dernières années. Parfait, super. Mais moi, je rebondirais justement sur... On voit que vous avez utilisé le rap comme une arme, comme un chemin pour aboutir au désir de votre vie, ou à la vision que vous aviez de vous dans 20 ans. Donc, tout est possible. Actuellement, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu des cours que vous allez donner à travers le monde. La Chine n'a plus de secrets pour vous, les États-Unis, Harvard, un peu en Europe. Vous donnez des cours partout. Comment ça s'est réalisé et quel est le but de ces cours? En fait, ça s'est réalisé de fil en aiguille. C'est-à-dire que j'ai donné mon premier atelier d'écriture au Musée des Beaux-Arts de Québec. En 2009. En fait, j'avais même jamais pensé à apprendre le rap aux gens. C'est eux qui m'ont approché puis qui m'ont dit, écoute, on aimerait que tu montes un atelier d'écriture. J'ai monté ça. Il y a des gens du Centre de la francophonie des Amériques qui est venu voir l'atelier. Ils ont trouvé ça intéressant et quelques mois plus tard, ils m'ont envoyé une première fois aux États-Unis. Et donc là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait venir. Et quand j'y suis retourné, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait venir, et ainsi de suite, ce qui fait que maintenant, j'étais en Inde il y a quelques mois, et je pars à Abidjan dans 2 semaines.
Et donc, toujours grâce à votre rap. oui, donc c'est ça, de fil en aiguille. Et je dirais l'essence de ces ateliers-là, c'est effectivement le côté littéraire du rap en français. Donc de montrer les différents mécanismes d'écriture à travers les métaphores, les comparaisons, les différents types de rimes. Donc vraiment de montrer comment est-ce qu'on décortique le rap, comment est-ce qu'il est... mais c'est ça, en fait, comment est-ce qu'il est décortiqué, quels sont les différents blocs qui permettent de faire un texte qui se tient, un texte qui est intéressant. Et aujourd'hui, oui, vous avez dit que vous allez en Afrique dans quelques jours ou dans quelques semaines. J'aimerais rebondir. Aujourd'hui, ici, être, juste une question rapide comme ça, là, être quelqu'un issu de la diversité, pour ne pas dire un métis vivant à Québec qui rappe et qui a une notoriété, quand vous arrivez en Afrique, comment vous êtes regardé, comment vous êtes vu? Et quand vous arrivez, et quand vous êtes à Québec aussi, comment est-ce que aujourd'hui, comment c'est ressenti? En Afrique, notamment au Sénégal, où je suis allé plusieurs fois. C'est ce que je voulais savoir. Comment est-ce qu'ils vous conçoivent? Mais bien, et pour les gens, je crois qu'il y a une fierté d'avoir des gens issus de la diaspora. Pour ma part, un Sénékeb. Sénékeb, oui. Comme vous le dites très bien, oui. Et donc, du moins pour les gens que je rencontre, ils sont fiers d'avoir des personnes, Ndiaye, parce que c'est un nom qui est très présent là-bas. Exactement. Être là en train de bouger, puis faire des mouvements, que ce soit artistique, que ce soit social ou politique, entre guillemets. Je pense qu'il y a une certaine fierté. Et les gens me parlent de ma sœur aussi là-bas. Oui, Mariam. Qui est à la télé, qui est en musique aussi. Et donc, oui, je suis bien reçu. Et à chaque fois que j'y retourne, les gens sont contents aussi qu'il y ait ce lien fort avec le pays et que ce lien soit entretenu aussi. Donc, pour les gens, ils sont contents qu'on revienne, disons, à la source, à la racine, qu'on revienne à la source, puis qu'on n'a pas, disons, oublié le pays, si on peut dire. Ok. Avant de rentrer dans votre sujet de prédilection pour lequel j'aimerais tellement vous écouter, qui bien sûr est votre tour que vous avez créé à Québec, j'aimerais que vous nous dites un peu comment vous conciliez votre vie d'ambassadeur de la langue française, bien sûr à travers les ateliers d'écriture que vous donnez à travers le monde, vous êtes un ambassadeur aujourd'hui, comment vous conciliez ça avec votre vie de famille? Parce que vous êtes toujours parti. Oui, c'est à ma copine qu'il faudrait poser la question. Mais non, écoutez, j'essaie de... Mais elle est très compréhensive aussi. J'essaie de concilier les deux. Bon, même ici, j'ai beaucoup de boulot. C'est pas facile. Je le sais, on me court après depuis longtemps. Oui. Non, c'est très difficile. Mais pour moi, il y a quelque chose qui m'anime et c'est tout ça en même temps. Et ma copine est très conciliante aussi. Je la remercie. Mais effectivement, c'est une vie qui est atypique, c'est un métier qui est atypique. Et parfois, tu sais, je vois les gens autour de moi qui sont installés tranquillement, qui voient leurs enfants grandir, etc. Et je trouve que c'est vraiment une belle chose. Et donc, comme on dit toujours, on ne peut pas tout avoir. Aussi, on va toujours trouver la situation de l'autre, on va toujours y trouver des attraits. Comme quand on n'est pas en couple, on voit les gens qui sont en couple. Quand on est en couple, on voit les gens qui sont pas en couple. Et donc, il y a du bien partout, il y a du mauvais partout. Et je pense que c'est de faire le mieux dans la situation où est-ce qu'on est, d'apprécier ce qu'on fait et de toujours le faire avec intégrité et d'apprécier ce qu'on reçoit de la vie. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui et sûrement qui intéresse nos web spectateurs. C'est bien sûr ce problème d'esclavagisme. On ignore, en général, les gens ignorent ou alors ils méconnaissent que l'esclavagisme a déjà eu pignon sur rue ici à Québec, et autant sous le régime anglais que sous le régime français. Donc j'aimerais que vous nous en parliez un tout petit peu et que vous vraiment, parce que je sais que vous êtes un historien de formation et que vous donnez cette culture aux gens de savoir que
l'histoire de l'esclavagisme au Québec en tout cas. J'aimerais que vous nous en parliez un tout petit peu, s'il vous plaît. Oui, donc en fait, c'est effectivement une histoire qui est méconnue. L'histoire de la présence afrodescendante et l'esclavage ici au Québec. Un esclavage domestique, plus qu'un moteur économique comme dans le reste des plantations dans les Amériques. Ici, c'était pas nécessairement un esclavage de plantation, c'était des gens qui étaient dans les maisons, qui servaient les repas, etc. On parle de 4185 esclaves répertoriés dans notre histoire. Donc, ce sont les gens qui ont laissé des traces dans les archives. 4185 personnes ont été répertoriées. À Québec? Non, au Québec. Au Québec. Oui. Et sur ce nombre-là, les 2 tiers étaient des Autochtones et le tiers était noir. Et donc, l'esclavage était surtout un esclavage autochtone, des gens qui venaient de ce qui est maintenant le Midwest américain, des États comme le Michigan, l'Illinois, le Missouri, etc. Les esclaves noirs, eux, provenaient surtout des Antilles, qu'elles soient francophones ou anglophones, ou entre autres étaient achetés vers Boston ou New York. Mais il n'y avait pas d'arrivée massive d'esclaves ici, parce que c'était peu rentable pour les bateaux négriers de se rendre jusque dans le fleuve Saint-Laurent, qui n'est navigable qu'une partie de l'année. Et donc les gens, pour se procurer des esclaves, les commandaient dans les Antilles, ou à New York, Boston. Et donc il y a cette présence noire ici, cette présence africaine ici, depuis 1629. La ville de Québec fondée en 1608. Dès 1629, il y a une présence africaine avec l'arrivée d'Olivier le Jeune, le premier esclave ici, mais au-delà de son statut d'esclave, le premier Africain à vivre ici était un Malgache qui arrive vers l'âge de 10 ans environ. Il va vivre ici toute sa vie. Et notamment va être l'un de nos premiers étudiants dans toute l'histoire académique canadienne. Et comment concevez-vous qu'on ait pu ignorer cette histoire? Comment ça a pu se cacher jusqu'à nos jours? Parce que j'aimerais aussi que vous nous parlez du tour Québec Tour X, c'est ça? Québec History X. Québec History X. Ouais. Donc là, c'est 2 questions en une. La première question étant, comment est-ce qu'on a pu masquer cela? Et la deuxième question étant, Québec History X, que nous aimerons découvrir avec vous. Il y a plusieurs aspects. Premièrement, je crois qu'il y a le côté de l'ampleur. C'est-à-dire que c'est un esclavage où est-ce qu'il y avait, d'un point de vue démographique, il y avait moins d'esclaves ici qu'il y en avait, admettons, aux États-Unis ou dans les Antilles ou au Brésil. Comment est-ce que aujourd'hui, comment c'est ressenti? En Afrique, notamment au Sénégal, où je suis allé plusieurs fois. C'est ce que je voulais savoir. Comment est-ce qu'ils vous conçoivent? Mais bien, et pour les gens, je crois qu'il y a une fierté d'avoir des gens issus de la diaspora. Pour ma part, un Sénékeb. Sénékeb, ouais. Comme vous le dites très bien, oui. Et donc, du moins pour les gens que je rencontre, ils sont fiers d'avoir des personnes indiennes, c'est un nom qui est très présent là-bas. Exactement. Être là en train de bouger, puis faire des mouvements, que ce soit artistique, que ce soit social ou politique, entre guillemets. Je pense qu'il y a une certaine fierté. Et les gens me parlent de ma sœur aussi là-bas. Oui, Marianne. Donc, qui était à la télé, qui était en musique aussi. Et donc, oui, je suis bien reçu. Et à chaque fois que j'y retourne, les gens sont contents aussi qu'il y ait ce lien fort avec le pays et que ce lien soit entretenu aussi. Donc, pour les gens, ils sont contents qu'on revienne, disons, à la ressource, à la racine, qu'on revienne à la source, puis qu'on n'ait pas, disons, oublié le pays, si on peut dire. Okay. Avant de rentrer dans votre sujet de prédilection pour lequel j'aimerais tellement vous écouter, qui bien sûr est votre tour que vous avez créé à Québec, j'aimerais que vous nous dites un peu comment vous conciliez votre vie d'ambassadeur de la langue française, bien sûr à travers les ateliers d'écriture que vous donnez à travers le monde, vous êtes un ambassadeur aujourd'hui, comment vous conciliez ça avec votre vie de famille? Parce que vous êtes toujours parti. Oui, c'est à ma copine qu'il faudrait poser la question. Mais non, écoutez, j'essaie de... Mais elle est très compréhensive aussi. J'essaie de concilier les deux. Bon, même ici, j'ai beaucoup de boulot. C'est pas facile.
Je le sais, on court après depuis longtemps. Oui, non, c'est très difficile, mais pour moi, il y a quelque chose qui m'anime et c'est tout ça en même temps. Et ma copine est très conciliante aussi, j'en remercie. Mais effectivement, c'est une vie qui est atypique, c'est un métier qui est atypique. Et parfois, tu sais, je vois les gens autour de moi qui sont installés tranquillement, qui voient leurs enfants grandir, etc. Je trouve ça, c'est vraiment une belle chose. Et donc, comme on dit toujours, on ne peut pas tout avoir. Aussi, on va toujours trouver la situation de l'autre, on va toujours y trouver des attraits. Tu vois, comme quand on n'est pas en couple, ben, on voit les gens qui sont en couple. Quand on est en couple, on voit les gens qui sont pas en couple. Et donc, il y a du bien partout, il y a du mauvais partout. Et je pense que c'est de faire le mieux dans la situation où est-ce qu'on est, d'apprécier ce qu'on fait et de toujours le faire avec intégrité et d'apprécier ce qu'on reçoit de la vie. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui et sûrement qui intéresse nos spectateurs. C'est bien sûr ce problème d'esclavagisme. On ignore, en général, les gens ignorent ou alors ils méconnaissent que l'esclavagisme a déjà eu pignon sur rue ici à Québec, et autant sous le régime anglais que sous le régime français. Donc j'aimerais que vous nous en parliez un tout petit peu et que vous vraiment, parce que je sais que vous êtes un historien de formation et que vous donnez cette culture aux gens de savoir que l'histoire de l'esclavagisme au Québec en tout cas. J'aimerais que vous nous en parliez un tout petit peu s'il vous plaît. Oui, donc en fait c'est effectivement une histoire qui est méconnue. L'histoire de la présence afrodescendante et l'esclavage ici au Québec. Un esclavage domestique, plus qu'un moteur économique comme dans le reste des plantations dans les Amériques. Ici, ce n'était pas nécessairement un esclavage de plantation, c'était des gens qui étaient dans les maisons, qui servaient les repas, etc. On parle de 4185 esclaves répertoriés dans notre histoire. Donc, ce sont les gens qui ont laissé des traces dans les archives. 4185 personnes ont été répertoriées. À Québec? Non, au Québec. Au Québec. Oui. Et sur ce nombre-là, les 2 tiers étaient des autochtones et le tiers était noir. Et donc, l'esclavage était surtout un esclavage autochtone, des gens qui venaient de ce qui est maintenant le Midwest américain, des États comme le Michigan, l'Illinois, le Missouri, etc. Les esclaves noirs, eux, provenaient surtout des Antilles, qu'elles soient francophones ou anglophones, ou entre autres étaient achetés vers Boston ou New York. Mais il n'y avait pas d'arrivée massive d'esclaves ici, parce que c'était peu rentable pour les bateaux négriers de se rendre jusque dans le fleuve Saint-Laurent, qui n'est navigable une partie de l'année. Et donc les gens, pour se procurer des esclaves, les commandaient dans les Antilles, à New York, Boston. Et donc il y a cette présence noire ici, cette présence africaine ici, depuis 1629. La ville de Québec fondée en 1608. Dès 1629, il y a une présence africaine avec l'arrivée d'Olivier le Jeune, le premier esclave ici, mais au-delà de son statut d'esclave, le premier Africain à vivre ici était un Malgache qui arrive vers l'âge de 10 ans environ. Il va vivre ici toute sa vie. Et notamment va être l'un de nos premiers étudiants dans toute l'histoire académique canadienne. Alors, et comment concevez-vous qu'on ait pu ignorer cette histoire? Comment ça a pu se cacher jusqu'à nos jours? Parce que j'aimerais que vous nous parlez du tour Québec Tour X, c'est ça? Québec History X. Québec History X. Ouais. Donc là, c'est 2 questions en une. La première question étant, comment est-ce qu'on a pu masquer cela? Et la deuxième question étant Québec History X, que nous aimerons découvrir avec vous. Il y a plusieurs aspects. Premièrement, je crois qu'il y a le côté de l'ampleur. C'est-à-dire que c'est un esclavage où est-ce qu'il y avait, d'un point de vue démographique, il y avait moins d'esclaves ici qu'il y en avait, admettons, aux États-Unis ou dans les Antilles ou au Brésil. Aussi, il y a ce positionnement que le Québec et le Canada ont toujours eu par rapport aux États-Unis. C'est comme on pointait du doigt, regardez, il y avait de l'esclavage aux États-Unis, mais pas ici. Regardez, il y a de la ségrégation là-bas, mais pas ici. Mais pourtant, on vient dans les années 1900, puis
dans plusieurs salles de spectacle, les Blancs s'asseyaient au parterre et les Noirs s'asseyaient au balcon. Je veux dire, depuis cette semaine, on a Viola Desmond sur nos billets de 10 $. Mais Viola Desmond, qu'on appelle la Rosa Parks canadienne, est une femme qui a refusé de transférer de la section des Blancs pour la section des Noirs dans un cinéma en Nouvelle-Écosse en 1946. Wow, c'est bon. Et donc, en fait, on a ces dynamiques-là aussi qui font partie de notre histoire. Si on parle même des lois d'exclusion de l'immigration, entre autres, au XXe siècle, 1923-1947, les Chinois étaient interdits d'entrer sur le territoire canadien. À partir de 1909, il y avait des lois pour empêcher l'entrée des Indiens d'Inde ici. Et donc, on a ce passé raciste-là aussi. Et ça, c'est sans compter le génocide autochtone. Ah, ça, on l'ignore. Oui, je veux dire, ça fait partie de notre passé raciste. Oui, ça existe. Et donc, je pense qu'on a toujours voulu se donner un peu le beau rôle face aux États-Unis. Et quand on va parler des présences noires ici, on va dire, bon, mais dans les années 1800, les esclaves fuyaient les plantations pour venir se réfugier ici. Donc, c'est le seul bout d'histoire dont on va parler, mais on ne va pas parler de cette présence qui date depuis les débuts de la colonie française. Et aussi, je pense que nos historiens, les premiers historiens à se pencher qui ont mis par écrit l'histoire du Canada, sont des gens qui, dans les années 1800, ont fait fi complètement de cette présence-là et qui, pour certains, comme François-Xavier Garneau, étaient racistes tout simplement. Là, je veux dire, comme plusieurs gens de l'époque, je veux dire, c'est pas particulier. Ça ne se cachait pas trop. Mais non, puis je veux dire, c'est normal, entre guillemets, pas que c'est normal, mais que c'était accepté. C'était comme ça que c'était dans le temps. Donc, ces gens, écoutez, c'est comme ça qu'ils ont écrit l'histoire. Mais ce que je dis souvent, c'est que on a passé l'étape de la négation. Parce que quand tu es dans un contexte de négation, eh bien, par défaut, tu parles et tu reconnais cette chose. C'est-à-dire, si tu dis qu'il n'y a pas d'esclavage, ben là, le fait de nommer esclavage, de dire qu'il n'y en a pas, mais tu amènes de la lumière sur cette dynamique-là. C'est certain. Mais là, on a passé, on n'est plus à l'étape de négation, on est à l'étape de l'oubli. On est à l'étape où est-ce que c'est complètement oublié, où est-ce qu'on n'en parle même pas, on n'a même pas besoin de le nier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Exact. Et donc ça, c'est encore pire que la négation. Et donc voilà, de par cet oubli, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas. Mais pourtant, les premiers écrits à ce propos datent de 1859. Jacques Vigier, le premier maire de Montréal, et Louis-Polyte Lafontaine vont écrire à ce sujet de l'esclavage en Canada. Dans les années 1896, 1905, 1905, c'était des conférences, des fascicules. La première personne à se pencher réellement sur cette question, d'un point de vue scientifique, c'est Marcel Trudel, en 1960, qui va écrire 2 siècles d'esclavage au Québec. Et donc, depuis lors, certaines personnes écrivent à ce sujet, mais c'est encore perçu comme une histoire un peu alternative. C'est perçu comme une histoire, souvent comme on dit, l'histoire des Noirs. Quand c'est une histoire collective, c'est pas l'histoire des Noirs, c'est l'histoire pointe. C'est l'histoire. Mais exact. Mais voilà, et donc il faut le sortir un peu de cette vision un peu nichée de l'histoire, comme si c'est une histoire particulière pour l'entrée dans la trame historique dite nationale. Merci de décortiquer aussi bien cette histoire. Pour ceux qui aimeraient mieux comprendre et mieux découvrir toute cette histoire, je pense que vous offrez une opportunité. Oui, donc mon tour guidé que je donne aussi en conférence s'appelle les Tours Québec History X, qui en fait mettent en lumière cette histoire-là. Parce que quand j'ai fait mes études en histoire, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Et c'est après l'université que je suis tombé sur ces informations. Puis je me disais, faut en parler. Et je ne savais pas comment, j'étais dans la mi-vingtaine, je ne savais pas nécessairement comment mettre ça de l'avant. Et l'outil de diffusion que je possédais, c'était le rap. Et donc, j'ai commencé à rapper à ce propos. Ensuite, mes chansons sont devenues une conférence. Et la conférence, une visite guidée, pour mieux faire connaître, mieux communiquer ces histoires-là. Donc, c'est une visite de 2 heures dans le Vieux-Québec, où nous traversons l'histoire du Québec, mais aussi les lieux de la présence noire et l'esclavage au Québec depuis les débuts de la Nouvelle-France. Super.
Donc, le prochain tour, ce serait quand? Est-ce qu'on a des dates? Non, si on veut vraiment si on veut vous suivre, on vous suit où? Oui, donc là, pour l'instant, les tours sont finis. Je ne fais pas l'hiver. Okay. Ça commence au printemps, c'est sur réservation. Vous allez sur le site québechistoryxtour.ca, qchistoryxtour au pluriel.ca. De toute façon, vous tapez Webster sur Google, vous tapez Tour Québec, vous allez me trouver facilement. Et donc, on réserve, on se voit en 2019 pour 2 heures de tournée historique. Dès que le prochain, je serai là. Ça, je vous le promets là actuellement. Je reconnais que j'ai pas encore eu. On est tellement occupé avec Diaspora qu'on aimerait venir vraiment faire le tour avec vous. Mais écoutez, je vous attends. Et je serai là. Et un mot pour la table de concertation du mois d'histoire des Noirs, parce qu'on va dire un dernier mot pour terminer avec la diaspora du Québec qui ne semblait pas pas toujours engagée lorsqu'on fait des choses culturelles. Est-ce que vous aurez un mot comme pour les inviter vraiment à être là? Oui, donc il y a un gala le 1er décembre pour préparer le mois de février. Et donc, en février prochain, pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, qui, bon, comme on dit toujours, il faut sortir de février. On utilise février comme un prétexte de mettre de l'avant cette histoire-là, mais il faut en parler dans le reste de l'année aussi. Il y aura plusieurs activités. Vous pouvez voir la programmation sur la page Facebook, sur le site de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Je vous encourage à y participer, je vous encourage à vous impliquer aussi. Et donc, il y aura des événements culturels, des événements sportifs aussi, des discussions, des conférences. Donc, tout ça pour mettre de l'avant la culture noire. Non, excusez-moi, de mettre de l'avant les cultures noires. Et donc voilà. Pour terminer, un dernier mot à ceux qui vous écoutent. Ben, écoutez, merci de votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé. Continuez à supporter Diaspora Interaction, continuez à supporter, à faire des mouvements pour faire avancer les différentes causes dans lesquelles vous croyez, quelles qu'elles soient, nous faire. On est ensemble.